Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous faire confiance sur New World TV, la télé qui vous transforme. C'est votre émission Décryptage et nous recevons Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler de l'Afghanistan. La communauté internationale promet 1,2 milliard de dollars d'aide aux talibans. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Michel. Vous allez bien? Très bien. Les talibans ont remercié mardi la communauté internationale après une réunion d'urgence qui a permis la veille de réunir 1,2 milliard de dollars pour l'Afghanistan promis à une catastrophe humanitaire si les bailleurs ne se mobilisent pas. Alors, c'était aux talibans, Mamadou, personnellement, je ne comprends pas. Mais en fait, c'est plus une aide à l'Afghanistan qu'une aide aux Aux talibans. Bon, il est vrai que ce sont les talibans qui se trouvent aujourd'hui à la tête de l'Afghanistan, mais en donnant cette aide, c'est à la population afghane plutôt que la communauté internationale pense. Et l'ONU ici joue son rôle en voulant anticiper sur des difficultés qui vont survenir, qu'on le veuille ou pas. Puisqu'il faut dire que les talibans eux-mêmes ont été surpris par la rapidité avec laquelle ils ont pris totalement le pouvoir au niveau de l'Afghanistan. Donc rien n'a été préparé d'un point de vue gouvernement, rien n'a été préparé d'un point de vue technique. Donc il y aura une sorte de transition qui ne dit pas son nom, durant laquelle ils vont essayer de mettre en place les éléments qui vont leur permettre véritablement de gouverner l'Afghanistan. Bon, il s'ajoute que sur les départs, les Afghans qui ont quitté, vous avez bien des gens qui étaient là-bas, des médecins, des professeurs d'université, etc. Vous avez un pays qui, pendant un temps, va travailler à exister d'abord pour fonctionner ensuite. Mais même avant que les talibans ne prennent le pouvoir, il y avait déjà en Afghanistan des difficultés en matière d'alimentation qui avaient été signalées par le PAM en particulier. Et si on met tous ces éléments ensemble, si on laisse les Afghans, tout simplement parce que les talibans ont pris le pouvoir, on va assister là-bas à une catastrophe humanitaire dont les conséquences vont concerner tout le monde. Les talibans vont loin, ils demandent aux États-Unis d'Amérique d'être généreux. C'est un geste de fair play ou une provocation? Non, ce n'est pas une provocation. Les talibans et les Américains se connaissent très bien. Ils se sont affrontés en Afghanistan. Mais il ne faut pas oublier que pendant plusieurs mois, ils se sont côtoyés à Doha dans des négociations où l'État afghan été mis complètement out. Donc, ils connaissent les Américains, ils les ont côtoyés, ils ont travaillé avec eux sur un certain nombre de questions. C'est avec eux qu'ils ont mis en place le plan de retrait des forces américaines de l'Afghanistan. Donc, aujourd'hui, même si le président Biden fait des déclarations très fortes quand il est devant les micros, je ne crois pas que c'est de la provocation. Les talibans sont en train de leur dire, mais attendez, on est devenus des collaborateurs. Puisqu'on a discuté pendant un temps, bien qu'on nous dise tout le temps qu'il ne faut pas négocier avec ces terroristes et autres, on a négocié pendant un temps, nous sommes dans des difficultés, donc on demande également que vous fassiez comme tout le monde, en faisant preuve de générosité pour le peuple afghan, qui aujourd'hui est indiscutablement dans le besoin. Il parle d'émirat islamiste, cela veut dire quoi? En fait, un émirat, c'est ce qu'on appelle république, mais l'émirat, c'est un terme arabe. À la tête de l'émir, de l'émirat, vous avez ce qu'on appelle un amir. En arabe, l'amir, c'est celui qui prend la place du président de la République, tout simplement. Le roi du Maroc, on l'appelle parfois Amirul Mu'minoun, celui qui dirige les musulmans. C'est l'expression arabe qu'ils ont tout simplement utilisée. On aurait pu dire tout simplement République islamique d'Afghanistan, parce que le caractère émirat prend en compte ce caractère religieux. Alors, l'aide des Occidentaux est destinée à faire quoi concrètement? À plusieurs choses. Je ne sais pas si vous avez regardé ce qui se passe en Afghanistan. Devant une banque, ce qu'il y a, ce n'est pas une queue, c'est un attroupement. Les gens ont du mal à accéder à la banque pour prendre de l'argent. Si vous voulez prendre de l'argent, la banque a plafonné la somme qu'on doit donner à chacun. Beaucoup de magasins sont fermés, etc. Il ne faut pas oublier que les Western Union et autres avaient arrêté les transactions avec l'Afghanistan. C'est tout récemment qu'ils ont repris. Donc vous avez un pays qui est dans des difficultés véritablement. Un autre élément qu'on doit prendre en compte, mais c'est que pendant longtemps, avec la présence américaine, c'est les Américains qui étaient le premier soutien de l'État afghan. C'est les Américains qui étaient également le premier soutien des populations afghanes. Ce pays était carrément sous perfusion
en relation avec les États-Unis. Et comme ces gens-là se sont retirés, mais on s'est retrouvé finalement avec un pays où l'aide qui permettait aux populations de fonctionner n'est plus là. Les hôpitaux et autres, où il y avait plein d'ONG qui étaient là, qui soignaient les personnes en rapatriant les gens, on a amené tout le monde. Mais ce n'est pas qu'on a besoin de quelque chose, on a besoin pratiquement de tout. Ce n'est pas de l'argent tout simplement dont les Afghans ont besoin aujourd'hui. Ils ont besoin de remettre en place un certain nombre d'éléments. Actuellement, par exemple, ils ont confié pratiquement leurs hôpitaux à Médecins sans frontières, puisque une bonne partie des médecins et autres font partie de ceux qui ont quitté l'Afghanistan. Maintenant, si on veut prendre la gouvernance, qu'est-ce qui attend ces talibans? Mais énormément de choses. La première chose qui les attend, c'est ce qu'ils ont promis. Puisqu'ils ont promis que ça va être un État islamique, tout va très bien se passer, ça va être là où il fera le plus bon vivre au monde. Mais il faut que les Afghans vivent cela. Ça, c'est la première chose, puisque ça concerne déjà les Afghans, puisque les talibans, au contraire des autres qu'on appelle des djihadistes, ne s'intéressent pas à aller mener une lutte au nom de l'islam dans un quelconque autre pays. Ils se contentent de leur propre territoire. Mais ces populations, ce n'est pas parce qu'on va dire que l'État s'appelle maintenant un État islamique que les gens vont manger à leur faim et boire à leur soif. Ils ont ce travail à faire. Un deuxième travail à faire, il y a la communauté internationale qui est là, qui regarde, qui se demande, est-ce que ces talibans Nyuluk, c'est une réalité ou bien c'est une stratégie? Puisqu'on constate que depuis un peu avant le départ des Américains, vous avez une certaine communication de la part des talibans qui est totalement différente de la communication qu'on avait vue des talibans qui avaient pris le pouvoir avant eux. Est-ce que c'est juste une stratégie de communication? C'est juste une stratégie politique? On va bientôt le savoir parce qu'ils auront tous les pouvoirs entre leurs mains. Ce qu'ils vont faire, ils ne pourront pas le cacher parce que dans ce monde aujourd'hui, il est devenu extrêmement difficile de pouvoir cacher quelque chose. Donc, pour leur relation par rapport au monde, mais il y a cette attente qui est là, qui est très claire. D'ailleurs, même en parlant d'aide, certains ont parlé de conditionner l'aide. Il faut que les femmes puissent aller librement à l'école, que les femmes puissent aller travailler librement, etc. Mais dans un premier temps, il faut être sûr qu'on ne va pas en tenir compte. Il y a une situation d'urgence qui est là. Dans une situation d'urgence, il faut déjà donner aux gens de quoi manger avant de vouloir régler d'autres problèmes. Si on parle de la communauté internationale, Mamadou, est-ce que c'est une aide désintéressée ou on craint quelque chose? Il y aura du tout. Le Qatar va aider, le Koweït va aider, l'Arabie Saoudite va aider. Ça pourra être désintéressé parce que ces gens peuvent ne rien demander en retour si c'est ça qu'on appelle désintéressé. Mais ça peut être intéressé puisque c'est de l'islam qui aide de l'islam. Quand il s'agit maintenant des Européens, puisque les Européens et l'Union européenne, malgré les fortes déclarations qu'on a vues, la France, mais tous ont mis la main dans le trésor pour donner de l'argent en Afghanistan. Mais ici, il y a quelque chose qui se cache derrière. Les Européens ont une phobie des réfugiés aujourd'hui. Vous avez déjà en France des réfugiés afghans qui dorment dehors, qui veulent soit aller en Angleterre, soit aller dans un autre pays ou bien s'installer en France, et ils ont du mal à donner des papiers à ces populations. Ils ont vu l'expérience de ce qui s'est passé en Syrie avec ces déplacements extraordinaires de population où l'Allemagne a été amenée à prendre 1 million de personnes sur son territoire. Mais si on laisse les Afghans dans la difficulté, il n'y a rien à faire. Quand l'homme ne trouve pas ce qu'il lui faut là où il se trouve, naturellement, il prend ses baluchons et il va essayer d'aller là où il peut le trouver. Et généralement, la direction, c'est l'Europe. Même ceux qui essaient d'entrer clandestinement en Europe, vous avez beaucoup d'Afghans parmi eux, alors que les talibans n'avaient pas encore pris le pouvoir. Les Européens sont en train également d'anticiper sur cette affaire-là. Vous avez vu les Turcs même qui construisent actuellement un mur parce qu'ils ont déjà 6 millions de Syriens sur leur territoire. S'il faut que tous les Afghans se déplacent encore pour venir en Turquie, il est clair que ce pays va avoir des difficultés malgré sa tradition d'accueil des réfugiés. Et les Européens également sont en train de faire la même chose parce que dès que ça arrive en Turquie, c'est clair qu'on est à la porte de l'Europe. Donc on prend les précautions pour que les Afghans restent chez eux pour qu'on ne se retrouve pas avec une difficulté encore, avec une grande quantité de population en train de vouloir entrer sur le territoire européen. Mamadou, nonobstant ce changement de communication qui est aux antipodes de ce qu'on a déjà connu il y a de cela 20 ans, on sent véritablement cette volonté de ces talibans de gérer le pays d'une manière brutale et rigoriste. Ce n'est pas aux antipodes de ce qu'ils disent.
En fait, aujourd'hui, tout le monde se pose des questions, puisque on a des talibans qui sont là, qui font partie, j'allais dire, de l'ancienne génération. On a des talibans qui sont là, qui sont de la jeune génération. C'est un mélange. Oui, ils sont ensemble. Il y a un seul mouvement taliban. Mais il y en a qui sont là aujourd'hui et qui étaient là pendant que les talibans avaient pris le pouvoir dans un premier temps. Au niveau de la jeune génération, on a un discours qui a quand même évolué sur la question de la femme, sur la question de l'éducation des femmes, etc. Mais jusqu'à présent, de temps en temps, quand vous allez dans certaines zones en Afghanistan, on voit des pratiques qui ressemblent aux pratiques qui avaient été connues pendant que la première génération avait pris le pouvoir. Certains analystes même vont jusqu'à dire qu'il y a des problèmes aujourd'hui, il y a une dissidence à l'intérieur du mouvement taliban, puisqu'il y a ces deux tendances qui sont en train de s'affronter. Ils avaient même donné comme argument le fait que ceux parmi les doyens, les ténors de la première tendance taliban, que l'on voyait dans les médias, on est en train de les voir aujourd'hui de moins en moins. On est allé même à un certain moment jusqu'à dire que Baradar est décédé. Il a dû réagir en disant qu'il est bel et bien vivant, décédé, en pensant que c'est les autres qui l'ont exécuté, une façon de l'écarter. Donc, il y a ce problème qui est là. Ça ne va pas être facile. Cette nouvelle façon que les talibans veulent utiliser pour gérer l'Afghanistan, ça ne sera pas facile parce que certainement, il y aura des tendances à l'intérieur du mouvement et c'est de la discussion de ces tendances, ce qui sortira plutôt de cette discussion qui va permettre de savoir exactement est-ce qu'on retourne à ce rigorisme qu'on avait connu quand ils ont pris le pouvoir dans un premier temps, ou bien est-ce que le discours qu'on nous tient actuellement est quelque chose de pensé, ça va se traduire sous une forme de gouvernance au niveau de l'Afghanistan. Vous pensez que c'est sous 1,2 milliard de dollars, presque 1 milliard d'euros, ces sous donc seront bien gérés? En tout cas, c'est ce que le ministre afghan des Affaires étrangères a dit. Il a promis que ces sous iront aux populations. Il a même précisé que ces sous iront aux populations de façon transparente. Mais comme c'est la communauté internationale, généralement, ils ne vont pas prendre l'argent et mettre tout simplement à la disposition des talibans. Ils vont essayer d'être également regardants pour que cette aide aille véritablement aux populations, mais pas aux talibans directement. C'est vrai que l'aide profitera indirectement aux talibans, mais que la majeure partie de l'aide puisse profiter aux populations qui sont aujourd'hui en difficulté. Depuis le 15 août, date de la prise de pouvoir de ces talibans, qu'est-ce qui a changé chez les femmes? Mais pas grand-chose a changé, sauf que les femmes étaient dans une situation de plus de liberté, de plus de tranquillité. Aujourd'hui, quand vous entendez les femmes afghanes, elles s'interrogent. C'est-à-dire elles ne semblent pas être pour le moment convaincues du discours que les talibans tiennent. Il est vrai qu'on voit quelque chose qui a changé. Les femmes sont en train d'aller à l'école. Quand ils sont venus la première fois, ils avaient dit que les femmes ne partaient pas à l'école, les femmes ne travaillaient pas. Cette fois, on a vu les talibans s'asseoir avec des femmes qui faisaient partie de ceux qui travaillaient déjà au niveau de l'administration en leur disant non, vous pouvez continuer à travailler, mais il y a une tenue vestimentaire qui est exigée pour aller travailler. Au niveau de l'université, ils disent OK, on ne va pas dire aux femmes de ne pas aller à l'université. Elles vont aller à l'université, mais ils disent qu'ils vont s'organiser pour que les femmes aient leur université à part, que les hommes aient leur classe également à part. Ben, même ça, c'est déjà une évolution, puisqu'on disait tout simplement aux femmes, vous ne pouvez pas accéder à l'époque à l'université. Des signaux qui montrent un changement selon vous? Ben, un changement, mais avec un peu de wait and see. Puisque ça vient juste de commencer. D'abord, attendons de voir. Et ensuite, est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui en Afghanistan de faire une université pour les femmes, de faire une université pour les hommes dans un pays où il y a d'énormes difficultés présentement? Il faut se poser la question aussi parce que si la faisabilité n'est pas là, ça devient une affirmation, mais qu'on ne va pas voir sur le terrain. On reviendra pour dire oui, on veut le faire, mais les conditions ne sont pas réunies, alors que ça, ce serait une catastrophe pour les femmes de Kaboul surtout. Parce que là aussi, il ne faut pas qu'on se trompe. Hein. Il ne faut pas qu'on confonde Kaboul et l'Afghanistan. C'est plutôt au niveau de Kaboul. Le reste de l'Afghanistan était géré par les talibans. Les Américains n'avaient jamais été capables de leur faire quitter les endroits qu'ils occupaient. Infini merci à vous, Mamadou Diouf. On va marquer une petite pause et on reçoit l'invité du jour.